Bonjour à tous, merci. Alors oui, effectivement, on va vous présenter une modélisation hydrogéologique 3D d'une nappe, donc pas de géotechnique, qui a été réalisée pour l'évaluation d'un potentiel effet de barrage. Donc c'est dans le cadre d'un projet des CFF qui est l'extension de la capacité du nœud de Genève. J'en profite pour remercier Madame Alkisti Tirodiani qui est là aujourd'hui et qui est la chef de projet et qui dirige notre mandat côté CFF. Alors, quelques mots sur ce mandat. Donc, on a démarré sur ce projet en 2016, donc ça fait déjà 8 ans. C'est des prestations de géologues, de géotechniciens, d'hydrogéologues, raison pour laquelle on est parti en groupement, c'est le groupement Géolausanne, donc qui est composé du bureau Norbert, dont Xavier et moi faisions partie. On s'occupe vraiment de la partie géologie et hydrogéologie, donc tout ce qui est modélisation, les plans, etc. On est accompagné par de Serranville, en particulier M. Frédéric Mayora, qui est là aussi aujourd'hui. Eux, ils s'occupent évidemment de géotechnique. Et puis, il y a également le bureau Caracas et français, qui s'occupe vraiment de la partie reconnaissance, organisation des campagnes, la DLT, etc. Donc voilà, c'est un travail qui s'étend entre les phases 31 et 41, donc de l'avant-projet jusqu'à l'appel d'offres. C'est vraiment un travail itératif qui avance au gré des phases du projet, qui est transversal puisqu'il concerne vraiment tous les ouvrages et tous les auteurs de projet. Et l'objectif est évidemment d'établir, faire des prévisions, donc établir vraiment le modèle des terrains et les situations de risque selon la norme SIA 199. On pourrait dire qu'on travaille à éviter les surprises. Vous savez qu'en Suisse romande, on parle beaucoup, peut-être trop, des surprises géologiques. Vous remarquerez qu'on ne parle jamais de surprises géotechniques. Le projet, donc, s'il s'inscrit dans le cadre du projet Léman 2030, des CFF, dont on parle beaucoup. Donc, en gare de Genève, l'objectif, c'est de transporter plus de voyageurs, de faciliter les déplacements des usagers dans la gare. Donc, il a été décidé de doter la gare de 2 voies supplémentaires et d'un quai en souterrain. Le planning, donc on a démarré en 2016, on a fait un avant-projet relativement long, près de 8 ans. Il y a eu pas mal de variantes, de changements de tracé, etc. Actuellement, on est dans la phase 32, le projet de construction. Et puis, la mise à l'enquête publique est prévue en 2027, puis les travaux 9 ans. Je ne ferai pas de pronostic sur la date de l'inauguration. Voilà. Les ouvrages, donc c'est quand même 6 km d'ouvrages sous la ville et vraiment au cœur de Genève. Donc d'abord, côté Lausanne, que vous voyez ici en haut, on a un tunnel à double voie de plus de 900 mètres qui sera réalisé en attaque ponctuelle, évidemment des trémies, des sorties de secours, etc. Au centre, on a une gare souterraine qui est donc sous la gare existante, qui elle sera réalisée en tranchée couverte, une tranchée de quand même 850 mètres de longueur, 25 mètres de profondeur, qui sera réalisée dans une enceinte avec des parois moulées. Et là aussi, de multiples petits ouvrages secondaires liés au passage inférieur, la modernisation des quais, etc. Et puis finalement, un très long tunnel côté aéroport, donc qui va de ici, qui part là-bas en direction de l'aéroport. Un tunnel aussi à double voie, mais cette fois plus de 2,5 km, qui sera exécuté au tunnelier. Donc ça change quand même passablement les choses. Et puis là aussi, évidemment, trémies et sortie de secours. La géologie, alors la chance qu'on a de travailler à Genève, c'est que la géologie est quand même bien connue, il y a de nombreuses constructions. Le service géologique cantonal, le GESDEC, a été aussi précurseur. Il y a vraiment énormément de géodonnées qui sont disponibles. En particulier, ils ont établi depuis très longtemps un cadastre géologique des sondages. Ils ont plus de 21 000 sondages dans leur cadastre. Donc c'est vraiment un outil précieux. On en a environ 700 dans la zone de projet qu'on a vraiment utilisé pour ce projet. Ils ont aussi des cartes géologiques et géotechniques qui datent des années 80, mais qui sont vraiment toujours d'actualité. Et puis ils ont un système aussi assez intéressant qui s'appelle la codification des sols genevois. C'est en fait utilisé dans tous les sondages, mais aussi certaines cartes. C'est en fait standardiser la géologie de façon relativement simple, avec trois digits. En fait, c'est d'abord un chiffre, ensuite une lettre et ensuite de nouveau un chiffre qui traduisent en fait les unités géologiques, ensuite la phase qui est en fait la granulométrie et ensuite la consolidation. Et ça, en fait, c'est vraiment largement utilisé dans le cadre des sondages et ça nous a été d'une grande aide pour ensuite établir les modèles.
Donc le cadre géologique dans la zone du projet, donc tout d'abord en rouge sur ce petit diagramme, vous voyez le substratum rocheux molassique qui est profondément incisé soit par les glaciers, soit par le Rhône. Il est recouvert d'une grande épaisseur de terrain meuble, donc ça implique des géométries relativement complexes, des couches, des variations d'épaisseur, de lithologie. Ces terrains meubles sont essentiellement d'origine glaciaire. On a en fait plusieurs phases de moraine et de retrait glaciolacustre. Et puis évidemment aussi des remblais, donc des terrains vraiment tropiques, récents pour toutes les constructions de la ville. Et puis entre deux, on a une formation particulière qui s'appelle l'alluvion ancienne, que vous avez en jaune sur ce diagramme. Elle est entre deux phases morainiques. Et puis c'est une formation importante parce que d'une part, on aura beaucoup des ouvrages qui seront situés dans cette formation. Et d'autre part, elle est le siège d'une nappe qui s'appelle la nappe du Rhône, que vous voyez en bleu foncé sur le diagramme de droite, la carte de droite. Donc cette nappe, elle prend sa source, elle est alimentée par le lac Léman, en fait, tout au nord-est. Et puis elle s'écoule en direction du Rhône où elle se décharge. On a 4 autres petites nappes secondaires qui sont moins impactées par le projet, mais qui sont quand même dans la zone du projet et sur lesquelles on s'est aussi un peu intéressé. Ces nappes, elles sont surtout utilisées pour la géothermie, elles ne sont pas utilisées pour l'eau de boisson, mais disons ça a quand même des fortes conséquences parce que toute la zone est cartographiée comme en secteur AU de protection des eaux souterraines. Donc je vous ai dit qu'il y avait 700, on avait près de 700 forages du cadastre dans la zone du projet, mais bon, il faut quand même relativiser puisque on a quand même près de la moitié de ces forages qui sont inférieurs à 15 mètres, alors qu'on a des ouvrages qui descendent à 20-30 mètres. Et puis évidemment, la qualité de ces sondages est très hétérogène. Donc ça justifiait bien évidemment de compléter par des campagnes. On en a fait 3 depuis le début du projet, 2 durant l'avant-projet en 2016-2018, et puis une relativement importante au début du projet de construction en 2022-2023. Donc c'est quand même près de 146 sondages de tout type. On a plus de la moitié qui sont des sondages carottés, mais on a aussi pas mal de sondages pénétrométriques, de sondages destructifs. Ils ont évidemment été équipés avec des pièces de mètre. Au niveau de la densité et la répartition de ces sondages, c'est intéressant de constater que on a quand même relativement plus de sondages pour la gare souterraine. Ça s'explique par rapport au tunnel, disons, et par rapport à la taille qu'il y a. Ça s'explique sans doute par le contexte un peu sensible de cet ouvrage, d'une part sa nature qui sera réalisée en tranchée, mais aussi parce qu'il sera sous la gare existante. Donc là, les auteurs de projet avaient évidemment des attentes assez importantes au niveau des paramètres. L'objectif, c'est 700 plus 150 sondages. Donc, l'objectif était de faire un modèle géologique 3D. C'était une exigence du cahier des charges. Ça a nécessité un gros travail de contrôle, de réinterprétation des unités géologiques pour vraiment harmoniser tout ça. On a cherché un logiciel qui avait vraiment des capacités particulières. On voulait pouvoir compiler toutes sortes de données, intégrer les ouvrages du projet. On voulait pouvoir établir évidemment des profils et aussi exporter ce modèle pour les auteurs de projet. On s'est rabattu sur un logiciel qui s'appelle Move. Peut-être c'est intéressant de préciser que c'est un modèle qui est en couche, c'est-à-dire qu'on modélise des surfaces en 3D et pas des volumes comme on verra beaucoup aujourd'hui. Donc c'est pas un modèle paramétrique, c'est vraiment uniquement géométrique. Et puis au niveau de l'interpolation de ces surfaces, c'est aussi intéressant de dire que c'est un modèle qui est explicite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun automatisme. On a toute une série d'interpolateurs à disposition, mais ensuite on peut tout corriger manuellement ou interpoler des parties individuellement. C'est vraiment extrêmement flexible, disons. Donc vous avez ici une vue du résultat plus ou moins final, donc avec l'entier du modèle, donc dans lequel on a 9 unités géologiques, le toit du rocher en rouge et 8 formations au terrain meuble dessus, plus 2 surfaces piézométriques qu'on a intégrées dedans. Et donc ce modèle, il a été transmis aux auteurs de projet qui ont pu ainsi développer leurs ouvrages dans cet environnement 3D. Et d'ailleurs, certains l'ont intégré dans leur BIM, ce qui est un outil quand même passablement utilisé aujourd'hui. Au niveau des enseignements à tirer, évidemment, ça reste un modèle, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est pas la réalité, il doit être adapté tout au long des phases du projet. Mais quand même, il faut signaler que l'approche 3D, elle garantit une certaine cohérence, puisqu'on intègre vraiment l'ensemble des données et en 3 dimensions. Et puis évidemment, ce modèle, il facilite l'établissement des profils, soit par nous, soit par les auteurs de projet, dans leur BIM.
Et puis c'est un excellent outil de communication. Je vais tenter de vous le prouver avec les quelques images qui suivent, qui montrent un peu les conditions et les prévisions. Alors tout d'abord, en haut à droite, vous avez une partie du tunnel Lausanne, en fait, où vous avez le toit du rocher molassique en rouge, là, où vous voyez des isohypses, et puis un profond sillon qui sera traversé par l'ouvrage qu'on voit en gris, le tunnel. Et puis vous voyez dans les forages qu'il y a une formation bleue qui revient systématiquement. Alors c'est le remplissage, en fait, qu'on a masqué ici pour cette image. Donc c'est un remplissage morainique, fluvio-glaciaire, et qui va donc être impacté, la nappe qui est dedans va être impactée par le projet. Et puis l'image en bas à gauche, vous voyez alors la gare souterraine, donc elle est extraite en fait du BIM. On a fait l'inverse, c'est qu'on a pris le BIM des ingénieurs et on l'a mis dans le modèle géologique. Et puis vous voyez un bout du tunnel Lausanne tout à droite et le tunnel aéroport qui plonge et puis qui ressort après tout à gauche. Et puis vous avez le substratum rocheux, le plancher imperméable d'une nappe, puis justement la nappe du Rhône. Et vous voyez que ces ouvrages, ils sont quand même fondés dans la nappe, voire même localement complètement dans la nappe en fait. Et une partie du tunnel aéroport passe même sous le niveau piézométrique. Donc ça, c'est évidemment un énorme enjeu pour ce projet. Puisqu'en fait, on traverse la nappe d'un bord à l'autre, sur près de 1400 mètres, ça se voit très bien sur ce profil en long. Et puis, on voit que les ouvrages, effectivement, ils pénètrent profondément dans cette nappe et ils interceptent le plancher imperméable. Donc, on avait en quelque sorte tous les ingrédients qui étaient réunis pour un potentiel effet de barrage. On a quand même quelques espaces résiduels qui subsistent, c'est ces flèches bleues que vous voyez, donc sous les ouvrages. Et ça nécessitait de faire une modélisation hydrogéologique un peu plus précise des écoulements pour quantifier tout ça, et c'est ce que va vous présenter mon collègue Xavier. Voilà, donc effectivement, donc, comme on l'a vu, le projet est en grande partie dans la nappe d'eau souterraine, et comme on est en secteur AU de protection des eaux, il y a de fortes exigences légales qui s'appliquent pour limiter les perturbations. Donc c'est pour cette raison que depuis 2022, on a établi un modèle hydrogéologique 3D par élément fini à l'aide du logiciel FEFLO. Mais le but, bien sûr, c'est de simuler ces écoulements de la nappe du Rhône et d'évaluer son interaction avec les ouvrages. Donc ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a fait un modèle non perturbé, donc l'état actuel, et puis dans ce modèle, on a ajouté le projet, et en comparant les résultats de ces deux modèles, on arrive à évaluer la modification des capacités d'écoulement, donc cet effet barrage, et puis également les perturbations piézométriques. Donc tout d'abord, bien sûr, avant de faire le modèle numérique à proprement parler, on devait bien sûr être au clair sur le fonctionnement de cette nappe. Donc on savait au départ qu'elle était alimentée à l'amont par le lac Léman, et puis qu'elle se déchargeait à l'aval dans le Rhône, et puis que la piézométrie était dictée grandement par la régulation du Léman. On le voit très bien sur le graphique ici en bas à gauche. Mais ça, bien sûr, c'était pas suffisant. On avait besoin de plus d'informations concernant les paramètres hydrogéologiques, donc la piézométrie, perméabilité, gradient. Est-ce qu'il y a d'autres alimentations? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où l'eau se décharge? Donc c'est pour cette raison qu'on a dit des reconnaissances. Principalement, on se base sur un réseau piézométrique composé de 64 piézomètres. Donc une partie était déjà existant, on a complété avec d'autres piézomètres vraiment, qui ont été réalisés dans le cadre du projet. On a fait différents essais de pompage, notamment 2 essais de longue durée, 1 mois chacun dans des puits de diamètre 8 pouces, dans le but d'avoir des perméabilités en grand de l'aquifère. Et puis là, vous voyez la carte piézométrique qui a été établie sur la base de ces mesures. Et on voit justement que on a une perturbation ici dans la zone du Seget qu'on n'arrivait pas à expliquer au départ. Donc ça nous a en fait contraint à aller vraiment faire des recherches importantes en archives. Et en fait, on a trouvé vraiment des informations très intéressantes.
Donc notamment le parking du Seget, donc c'est un parking souterrain qui se trouve au bord du Rhône. Et puis dans ce parking, il y a un système de rabattement de nappe au niveau du radier par un pompage permanent qui existe depuis les années 1970. Donc le débit pompé est très important, 3 à 4 000 litres minute, ce qui est supérieur au débit total de la nappe. Et ça s'explique par le fait qu'il y a une paroi moulée qui se trouve sur les quais, au bord des quais, donc entre le Rhône et ce parking souterrain. Et cette paroi moulée, en fait, elle n'est pas complètement étanche. Donc il y a une partie de l'eau qui est pompée donc, au parking souterrain, qui provient du Rhône, et une autre partie qui provient de la nappe. C'est pour cette raison qu'on a ces débits aussi importants. On a également découvert qu'il y a des ouvrages existants qui font déjà obstacle aux écoulements. Donc c'est clair, toutes ces informations, toutes ces données, on a dû les intégrer dans notre modèle hydrogéologique conceptuel qu'on voit ici. Donc on a, comme on l'a dit, une alimentation principalement par lac, mais en fait la plupart, ou la grande partie de l'eau de la nappe, elle sort en fait par pompage au parking du Seget. Finalement, il y a très peu d'eau qui se décharge dans le Rhône. Voilà, donc une fois qu'on avait ce modèle conceptuel, on a pu vraiment commencer à établir ce modèle numérique 3D. Donc concernant le maillage, d'abord on a utilisé les surfaces importées du modèle MOVE, qui sont donc les limites hydrogéologiques, les ouvrages existants, le projet. Et puis au final, on a un maillage qui contient 16 couches et environ 1 400 000 éléments. Sur ce modèle, on a ensuite défini les conditions limites. Donc là, principalement, c'est des potentiels imposés qui correspondent au niveau du lac à l'amont, ici, et puis au niveau du Rhône à l'aval. Et puis ici, justement, on a mis ces potentiels imposés au niveau du radier du parking souterrain pour justement simuler ce rabattement et ces pompages. Au niveau des perméabilités, donc on a dû définir des champs de perméabilité, donc des valeurs, des fourchettes de valeurs pour chaque formation. Donc ça se base sur des compilations de valeurs qu'on a obtenues par différents essais de pompage, donc ces essais de pompage longs, dont les 2 qu'on a fait en 2023, mais aussi d'autres plus anciens qu'on a retrouvés en archives. On se base aussi sur des essais Lefranc ou des pompages courts qu'on a fait en forage, et puis on a fait aussi une approche sur la base de courbes granulométriques. Vous voyez ici en bas à droite le modèle non perturbé, donc sans les ouvrages, où on voit en bleu et en violet donc les couches imperméables, donc la couverture et le morainique et le plancher imperméable. Et puis en rouge ici, vous voyez justement cette alluvie ancienne qui est le siège de la nappe d'eau souterraine. Ici, au milieu, vous avez une représentation de l'ouvrage. Donc là, dans le modèle, on l'a considéré comme un bloc de béton imperméable. Une fois qu'on avait tout ce modèle, on a défini tous ces paramètres, on est passé à la calibration du modèle non perturbé. Donc là, on a fait divers tests de sensibilité et on a fait, bien sûr, varier donc, les perméabilités dans les fourchettes de valeurs probables. Et puis jusqu'à obtenir, en ajustant pour avoir un écart le plus faible possible entre la piézométrie mesurée et la piézométrie simulée. Et au final, on arrive à un écart moyen d'environ 15 cm, ce qui est acceptable dans ce genre de modèle. Une fois sur cette base, après, on a justement pu donc, intégrer les ouvrages, et vous avez sur la figure de droite la représentation de la piézométrie perturbée par les ouvrages. Donc ça, c'est clair, c'est utile pour les auteurs de projets, pour la conception de leurs ouvrages, donc notamment les contraintes hydrostatiques à prendre en compte, et puis aussi pour le dimensionnement des dispositifs de rabattement, par exemple en phase chantier. On en arrive à l'effet barrage, donc là, on a évalué cet effet barrage en comparant le débit total de la nappe avec et sans ouvrage sur différents profils. On a 6 là qui sont en noir. Ces profils sont perpendiculaires aux écoulements, à la direction d'écoulement de la nappe. Et ce qu'on arrive, en fait, la conclusion, c'est qu'on a un effet barrage qui est inférieur à 10%, donc qui respecte les exigences légales.
Et puis au niveau des modifications de flux, donc c'est ces couleurs qu'on voit ici, on voit en jaune plutôt une diminution de ces flux, donc c'est ce qui est la conséquence de l'effet barrage, et puis localement une augmentation des flux, notamment sous la zone de liaison ici, puisque là c'est la section d'écoulement qui était raccourcie, qui était plus petite, donc l'eau, bien sûr, doit passer plus rapidement sous ces ouvrages. Vous avez ici la carte des perturbations piézométriques qui sont relativement faibles, hein, de l'ordre de 10 cm, sauf dans la zone du Seget où elles atteignent 40 à 50 cm. Donc on a fait de nombreuses itérations avec plusieurs projets en fonction des phases. Et puis on a également prévu d'autres simulations. Prochainement, on va simuler l'arrêt des pompages. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un arrêt accidentel ou volontaire de ces pompages au Seget? Rapidement, deux autres applications qu'on a fait avec ce modèle. On a fait ces essais de pompage longue durée en 2023. Donc on a simulé ces essais de pompage dans le but de s'assurer que le rabattement engendré par les pompages ne provoquait pas de tassement en surface, puisqu'on est bien sûr en environnement construit avec les voies CFF des bâtiments. Et on voit qu'après 30 jours de pompage à 1500 litres minute, ici, on a obtenu un rabattement de 1,2 mètre. Et sur cette base, nos collègues géotechniciens ont estimé que les tassements étaient tout à fait tolérables, de l'ordre du millimètre. Cette figure-là, on voit à droite, c'est ce qu'on a effectivement mesuré. Donc, réellement, on a mesuré 1,5 mètre de rabattement dans le puits de pompage. Et puis, on a aussi une propagation des rabattements qui était très loin, donc longitudinalement, le long de l'aquifère. On a mesuré des rabattements jusqu'à plus d'1 kilomètre des puits de pompage. Et puis, la dernière application, le but c'était d'estimer les débits d'exor en fond de fouille. Donc là, on devait essayer d'évaluer le pompage, le débit de pompage nécessaire pour abattre le niveau de l'eau au niveau du fond de fouille entre deux parois moulées. Donc, on le voit ici. Et donc, il y a beaucoup d'autres possibilités du modèle, notamment pour aussi, bien sûr, faire des simulations géothermiques sur la nappe. Et pour les conclusions, je laisse la parole. Voilà. Alors, j'espère qu'on vous a montré que les géologues et les hydrogéologues ont fait aussi des modèles numériques, on sait aussi calculer des choses, on n'est pas juste des naturalistes. Donc ce modèle par élément fini, il nous a quand même permis de faire une analyse relativement approfondie de cette problématique de l'effet de barrage et de la traiter aussi transversalement puisque c'était vraiment les trois lots qui étaient impactés, donc il fallait vraiment regarder ça au large. Ça n'a quand même pas été tout simple, hein. Il y a eu un certain nombre de difficultés. Citons quand même la nécessité justement de modéliser toute cette nappe, donc vraiment un gros modèle, mais c'était vraiment nécessaire pour appréhender son fonctionnement et l'impact des ouvrages. L'établissement de ce maillage n'était pas tout simple, hein. Alors heureusement on avait le modèle géologique, mais on a des ouvrages qui sont quand même géométriquement assez complexes, et puis la géologie est aussi par nature un peu complexe. Et puis, vous l'avez vu, on avait quand même des lacunes de connaissances initiales assez importantes. On a eu vraiment quelques révélations totalement inattendues dans les archives avec ces pompages au Seget. Donc évidemment, ces lacunes de connaissances, ça appelle aussi des incertitudes. Donc je dirais que ça a nécessité une collecte de données qui était conséquente, mais qui était vraiment proportionnée aux enjeux sur ce projet. Mais ce modèle, c'est évidemment aussi de nombreux avantages. Vraiment la flexibilité, puisqu'on a vraiment simulé énormément de variantes. Ici, vous en avez vu qu'une, donc finalement que le projet tel qu'il est actuellement, mais on a testé d'autres variantes qui venaient des auteurs de projets. La facilité pour mener des analyses de sensibilité, donc faire varier des paramètres, là, qu'on refait retourner le modèle, c'est vraiment génial. J'ai parlé un peu de la compatibilité BIM, ça je pense c'est quand même une plus-value pour les auteurs de projets. Et puis le potentiel comme outil de communication. Donc voilà, malgré un contexte géologique et hydrogéologique relativement complexe et difficile pour ce projet, je pense que les auteurs de projet ont vraiment bénéficié de ces modèles pour concevoir et dimensionner des structures aptes à maîtriser les risques. Hein, c'est vraiment ça qu'on veut, ou que le client veut, et en particulier celui de l'effet de barrage. Voilà, merci.